Nous sommes toujours dans le chapitre sur l'évolution comme grille de lecture du monde et nous poursuivons notre première partie, l'anatomie et le résultat de l'évolution. Vous avez déjà vu, dans un grand A, l'exemple de l'œil, dont l'anatomie résulte d'une série de sélections au cours du temps. Et nous allons maintenant continuer avec le grand B, anatomie humaine et contraintes évolutives. Et pour traiter cela, vous avez réalisé l'activité 2, l'anatomie humaine est le produit d'une histoire évolutive. Vous aviez plusieurs documents au choix, plusieurs exemples à traiter, un groupe de documents sur les contraintes de construction et le téton masculin, un groupe de documents sur les dents de sagesse avec la régression des dents de sagesse et un groupe de documents sur les difficultés obstétriques, c'est-à-dire les difficultés lors de l'accouchement et un exemple de compromis sélectif. Alors vous deviez traiter l'un de ces exemples au choix. Moi je vais vous présenter les corrections des 3 exemples, sachant que ce sont des exemples que vous devez pouvoir citer dans une argumentation. Alors, si on commence par les contraintes de construction et le téton masculin, donc vous deviez globalement répondre à la question comment l'évolution peut-elle expliquer les caractéristiques du téton masculin. Alors, vous aviez un premier document assez simple à comprendre qui vous montre que hommes et femmes sont pourvus de tétons à l'extrémité du sein, mais bien sûr, vous connaissez l'utilité du sein chez la femme, qui est la production de lait, alors que le sein masculin n'en produit pas. Alors, voyons le document 2 et la mise en place de ce téton. Donc, on vous informe dans ce document que ce développement se fait sous un contrôle génétique et hormonal. Alors, ce contrôle génétique, il est lié aux chromosomes. Vous aviez un texte qui vous décrivait que chez les garçons, donc la paire de chromosomes sexuels, XY, le chromosome Y porte des déterminants génétiques masculins, et le chromosome X porte des déterminants génétiques qui peuvent être spécifiquement féminins ou qui peuvent être mixtes. L'homme et la femme portant un chromosome X, eh bien, on a, avant la différenciation sexuelle, on a mis en place d'un téton, tout comme il y a une mise en place d'un appareil reproducteur indifférencié, on est au niveau de 7 semaines de grossesse. Donc, pendant ce développement embryonnaire, le téton va se développer sous contrôle génétique identique chez les filles et chez les garçons. Puis le développement pendant la grossesse va se poursuivre et on va avoir un deuxième stade de développement au moment de la puberté, où cette fois chez les garçons à la puberté nous avons production de testostérone. La testostérone ne va pas agir sur le téton masculin, alors que chez la fille, la puberté, ce sont des œstrogènes qui sont produits et les œstrogènes vont stimuler le développement du téton et du sein féminin. Et enfin, lors d'une grossesse, on a une autre hormone encore, la prolactine, qui va, elle, stimuler la production de lait. Donc on voit bien une mise en place en 2 temps, une mise en place d'abord sous contrôle génétique avant la différenciation sexuelle. Le téton est là, il est construit chez les garçons, chez les filles, et ensuite un contrôle hormonal plus tardif au moment de la puberté qui va
mettre en fonctionnement, qui va développer et mettre en fonctionnement seulement le téton chez la femme. Donc, on appelle cela des contraintes de construction. Voilà. Petit résumé là de ce document, le téton se met en place au niveau du développement embryonnaire dans les deux sexes, sous l'influence de déterminants génétiques communs aux deux sexes, puis ensuite on a des contrôles hormonaux spécifiques. Ce qui nous amène à la constitution du sein que vous connaissez, peu développée chez l'homme, et avec une glande mammaire et un téton développé chez la femme. Donc, organisation similaire, moins développée, et bien sûr sans la fonction de lactation. Du coup, au niveau de la réponse à la problématique, ce que je vous disais, on a l'expression d'un programme génétique commun aux hommes et aux femmes, qui met en place le téton avant la différenciation sexuelle, pendant le développement embryonnaire, mais cet organe ensuite se développera différemment à la puberté et se développera davantage chez la femme. Donc c'est un exemple de contrainte de construction. Voyons maintenant l'exemple des dents de sagesse, donc avec leur régression et comment l'évolution explique donc ces caractéristiques. Donc le premier document que vous aviez visait à vous présenter ce qu'on appelle la formule dentaire. Si on prend la mâchoire supérieure ici, vous aviez, donc on considère une demi-mâchoire. La formule dentaire montre que l'on a 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Et sur ces 3 molaires, les dents de sagesse sont identifiées ici en rose, donc 4 dents de sagesse, une par demi-mâchoire supérieure et inférieure. On les appelle les M3, molaires 3, et on les appelle dents de sagesse parce que justement on s'aperçoit, si on compare, si on regarde le document ici, les M3 commencent à se développer à partir de 10 ans et l'éruption de la dent se fait aux alentours de 18 ans à peu près, donc d'où le nom dents de sagesse. Poursuivons du coup sur cette comparaison, on voit bien que chez donc l'humain Homo sapiens, les dents de sagesse se développent plus tardivement que les autres dents, puisque les autres dents les plus tardives qui commencent leur développement à l'intérieur de la mâchoire, le commencent vers 4 ans, alors que les dents de sagesse, on l'a dit, commencent leur développement vers 10 ans, avec la sortie de la dent la plus tardive. Si on compare ça chez le chimpanzé, on voit que le chimpanzé est pourvu aussi de 3e molaire. On va pas appeler ça des dents de sagesse, puisque on constate que cette molaire 3 sort en même temps que les autres dents. Donc on a un développement plus tardif chez l'humain par rapport aux autres primates. Le document suivant nous montre que la sortie de la molaire 3, donc de la dent de sagesse, peut poser des problèmes. Par exemple ici, on a une dent qui a du mal à sortir, qui a sans doute pas assez de place, et qui du coup vient alors pousser sur les autres dents éventuellement, ou ici vous voyez cette ligne blanche, eh bien c'est le nerf mandibulaire, et donc le fait que la dent ne sorte pas avec la bonne inclinaison par manque de place par exemple, donc la dent vient toucher le nerf, ce qui va être
extrêmement douloureux. Donc, il va falloir, par exemple, extraire la dent. Ce dernier document vous présentait quelques statistiques sur les dents, dont le fait que 20 à 30% d'individus ont au moins une dent de sagesse qui ne pousse pas. Et ceci, Darwin, au 19e siècle, dans un document que vous aviez mais que je ne représente pas ici, Darwin évoquait déjà la tendance à disparaître des dents de sagesse, tout en précisant que cette tendance à disparaître n'impliquait pas de succès reproducteur et que donc ce n'était pas un phénomène de sélection naturelle, mais plutôt une évolution des allèles liés au hasard. Or, vous savez que l'évolution des allèles au hasard constitue une force évolutive qu'on appelle la dérive génétique. Donc, on peut supposer que les dents de sagesse, alors en effet cela reste pour le moment des suppositions, mais on peut supposer que l'évolution de la présence des dents de sagesse se fait par dérive génétique. Dernier groupe de documents, les difficultés obstétriques. Donc comment l'évolution explique-t-elle les caractéristiques du bassin humain? Alors vous aviez un premier document qui vous présentait la capacité crânienne humaine et de différentes espèces de fossiles d'hominidés. On voyait donc l'Homo sapiens ici en A avec une capacité crânienne entre 1400 et 1550 cm3, donc la capacité, la taille du crâne la plus élevée. Vous aviez ensuite un document qui vous présentait deux primates, l'Homo sapiens, primate bipède, et le chimpanzé, donc non bipède, avec un bassin beaucoup plus haut et moins large chez le chimpanzé, et un bassin plus court en hauteur et plus large donc plus large en largeur, oui forcément. Donc c'est un bassin qu'on dit adapté à la bipédie, un bassin adapté à la station debout. Cependant, ce bassin adapté à la station debout, donc on a dit un bassin plus court et plus large, implique un canal d'accouchement plus étroit. Donc on a une adaptation à la bipédie, mais un accouchement qui va être plus difficile. On voit bien que le bébé a plus de mal à passer et doit tourner sa tête pendant l'accouchement. Alors que finalement, le bassin du chimpanzé qui est plus fin et plus haut, on va avoir un canal d'accouchement plus simple. Donc pas d'adaptation à la bipédie, mais l'accouchement est plus facile. Et là, on parle de point d'équilibre dans l'évolution du bassin. C'est un résultat de pression de sélection opposée qui s'exerce sur le bassin. La pression liée à la bipédie et la pression liée à la possibilité d'accoucher correctement. Voilà pour ces groupements de documents. Vous avez ce vocabulaire à connaître, donc l'adaptation évolutive, l'anachronisme évolutif, le compromis sélectif, les contraintes évolutives, et ce vocabulaire est repris dans le bilan, bilan que vous retrouverez donc sur un polycopier de cours que j'ai résumé ici. Donc on a certaines adaptations ou maladaptations qui peuvent être dues à des contraintes évolutives historiques, comme la rétine inversée des mammifères, à des contraintes de construction comme le téton masculin, à des compromis sélectifs comme le bassin de la femme qu'on vient de voir, le dernier exemple, ou à ce qu'on appelle des anachronismes évolutifs comme les dents de sagesse qui ont sans doute servi et eu leur utilité à un moment mais le sont beaucoup moins. De ce fait, l'évolution permet de comprendre les adaptations et l'anatomie du corps humain. Donc adaptation
dans ses perfections, mais aussi dans ses limites.